Et on est ici pour parler donc de développer son MVP, des erreurs à ne pas commettre. Donc en effet, on va pouvoir voir tout le long de la présentation, Rémi va nous parler. Il y a beaucoup d'écueils dans lesquels on tombe très souvent et rassurez-vous, nous aussi on est tombé dedans quand on a démarré et c'est un peu pour vous éviter d'essuyer les plâtres qu'on a fait qu'on a pensé ce webinaire pour un peu faire toute la liste, toute, tout le suivi des différentes étapes pour un MVP. Mais du coup, peut-être on va commencer par cette première question pour clarifier le terme. Qu'est-ce qu'on entend vraiment par MVP, mon cher Rémi? Et je vais répondre tout de suite à cette question. Alors, je vais juste passer. Est-ce que tout le monde déjà voit bien le slide en diaporama? Je suis pas sûr. Ouais, là j'ai le retour du stream. Ok, C'est bon. c'est bon? Allez, parce que je fais l'enregistrement en même temps de la diapo pour YouTube. Bonjour YouTube au passage, bien évidemment. Bonjour YouTube. Mettez un pouce, abonnez-vous. C'est ça. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu si vous n'avez pas vu ceux de la semaine dernière, les webinaires de la semaine dernière, on parle d'IA, on parle de financement, et on parle le troisième. Ah, j'ai un trou de mémoire. C'est le design. C'est pas grave. Non, c'était les outils no code. Les C'était outils les no outils code, no code. exactement. Ouais. J'étais sur ceux qu'on n'a pas encore fait. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube et on parle de sujets intéressants sur d'autres thématiques. Donc, du coup, qu'est-ce qu'un MVP? Alors un MVP, ça a un peu plein de définitions. Donc on va essayer un petit peu de recadrer le débat. Tout le monde a un peu sa propre définition du MVP. Donc MVP, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Minimum Viable Product en anglais, donc le produit minimum viable en français. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend l'application qu'on va sortir et qui aura le minimum de fonctionnalités développées pour le maximum de rentabilité, on va dire derrière, de rentabilité d'acquisition utilisateur. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour développer en un minimum de temps, un minimum d'argent et avec un minimum de fonctionnalités, une application qui représente au maximum ce que sera l'application dans le futur le plus radieux de ce qu'on imagine pour cette app. Donc voilà un petit peu ma définition du MVP. Et on va voir. Je compléterai peut-être en Ouais, disant, justement, en disant que l'important, c'est, enfin, quand vous faites un MVP, c'est vraiment de comprendre enfin, que votre client puisse se rendre compte de la valeur que va lui apporter en fait le produit et on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'étapes qui sont nécessaires pour sortir le produit à la fin, mais qui ne sont pas nécessaires justement pour un MVP, pour qu'on puisse se rendre compte de la valeur apportée par votre solution. ouais, exactement. Et on y reviendra de toute façon dans les points. Ça fait partie des points qu'on va aborder. Donc déjà, avant de commencer la presse, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc qui sommes-nous? Donc nous, on a lancé notre entreprise avec Dominique, donc on est tous deux associés, on l'a lancé il y a 4 ans. On a commencé par développer Dashboard. Donc Dashboard, c'est un SaaS à destination des experts comptables avec de l'intelligence artificielle, l'automatisation des process métiers, etc. Enfin bref, je passe rapidement dessus. Donc on a développé ce SaaS et puis après l'année dernière, donc il y a un peu plus d'1 an, on a décidé de proposer aussi nos services avec l'équipe qu'on a montée au fur et à mesure de la création de la boîte. De la création de dashboard. Voilà, on a décidé de proposer aussi nos services de développement. On s'est intéressé au no-code. On s'est intéressé déjà à l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on fait du no-code, de l'IA. On développe des MVP pour des startups. D'où le thème d'aujourd'hui. Et enfin, on a aussi créé InOasis, donc un espace de coworking à côté de Marseille, pour lequel on a l'ambition, en tout cas à moyen terme, de transformer en plateforme de la tech dans la région et en incubateur. Donc pour ma part, qui suis-je? Donc moi je suis du coup fondeur de Studio et InOasis.
et aussi de dashboard. Je suis aussi donc je suis CTO dans l'équipe, mais je suis aussi CTO à temps partagé pour d'autres startups pour lesquelles je vais donner des conseils et les aider justement à démarrer le développement de leur application. Alors je suis pas là forcément pour développer l'application, pour faire de la production, mais plutôt pour faire du conseil et accompagner et justement pour, pour donner des conseils sur les points qu'on va aborder aujourd'hui parce que c'est souvent les erreurs que commettent les personnes qui en sont à leur premier ou deuxième MVP, qui sont à leur premier projet et qui ont pas forcément l'expérience dans la création de projets tech. Et je suis aussi développeur depuis plus de 10 ans. Donc ça c'était le petit passage sur le CV, histoire de justifier ma présence ici aujourd'hui. Bref, du coup, Un on va... CV bien complet, là. Tu m'as pas Exactement. chômé en disant. Exactement. Du coup, on va passer au vif du sujet, directement, sans transition, pas de slide de transition, rien. Premier sujet, Ça, c'est le côté CTO, ça. voilà, moi je vais à On attaque l'essentiel. directement dans le dur. Exactement, je vais à l'essentiel. Donc, première erreur, et non des moindres, et peut-être l'erreur la plus facile à éviter et en même temps celle que tout le monde fait, avoir un projet trop complexe. Donc quand on se lance dans l'idéalisation, dans l'idéation de son MVP et dans la création puis après le développement de son application, on a tendance bien sûr à vouloir que celle-ci soit parfaite. Ça n'arrivera jamais. Voilà. Qu'on se le dise, il faut qu'on parle français ici. Ça n'arrivera jamais. Votre application ne sera jamais parfaite. Elle ne couvrira jamais tous les besoins de vos utilisateurs. Elle ne couvrira jamais non plus les besoins de tous les segments d'utilisateurs. Elle sera peut-être pas forcément stable au début. Elle sera peut-être pas parfaitement parfaite sur l'expérience utilisateur qu'elle propose. Il y aura peut-être des problèmes de design dont vous allez vous rendre compte au fur et à mesure du développement. Enfin bref, ça ne sera jamais parfait. Et avoir un projet trop complexe, c'est se tirer littéralement une balle dans le pied. Parce que c'est ne pas accepter le fait que votre application n'est pas destinée à être parfaite, elle est juste destinée à répondre à un besoin des utilisateurs. Donc, comment est-ce qu'on fait pour éviter ça? Au final, c'est très simple. Il faut se concentrer sur une fonctionnalité. Une seule fonctionnalité. Votre MVP doit proposer à vos utilisateurs une seule feature. Si on prend l'exemple du Boncoin. Donc le Boncoin, un site que tout le monde connaît, que tout le monde apprécie. On va peut-être prendre un peu l'exemple de Le Boncoin pendant toute la présentation. Si aujourd'hui je devais sortir le MVP de Le Boncoin, ce qu'on me demande à peu près 14 fois par jour sur des sites d'annonces de recherche de développeurs, quelle serait au final la fonctionnalité sur laquelle il faut se concentrer? J'ai pas besoin d'aller vendre des voitures, d'aller vendre de l'assurance, d'aller proposer des services de livraison, etc., etc. Qu'est-ce que faisait au final Le Boncoin au tout départ? C'était juste mettre en relation un acheteur et un vendeur. Point. Rien d'autre. Le cœur du métier de Le Boncoin, c'est mettre en relation un acheteur et un vendeur. Votre application, quand vous sortez l'application pour vos premiers utilisateurs, c'est la seule chose qu'elle doit faire. Elle ne doit pas proposer d'autres fonctionnalités, elle doit juste le faire bien et se démarquer suffisamment de la concurrence pour donner envie à vos utilisateurs de venir utiliser cette fonctionnalité-là. Alors comment est-ce qu'on se démarque de la concurrence? Soit on baisse les prix vers le bas, soit carrément on arrive sur le marché en étant gratuit, on baisse les prix vers le bas, ou alors on propose une expérience utilisateur améliorée, différente, etc. Ou alors on se concentre sur une petite partie du marché, sur un segment touché. Donc aujourd'hui, Le Boncoin, ça touche tout le monde. Peut-être que j'aurai envie de cibler une seule petite frange de la population qui sera bien plus intéressée par mon application que d'aller sur un site généraliste comme Le Boncoin. Mais on y reviendra un peu plus tard dans la présentation. Donc ça, c'était le premier point dont je voulais parler. Deuxième erreur,
ne pas tester son marché. Quand on crée son application, quand on a l'idée, qu'on a envie d'aller développer son application, il faut absolument pouvoir sortir le plus vite possible des premiers bouts de fonctionnalités, voire même avant même de commencer le développement, sortir un prototype sur Figma par exemple ou sur Typeform. Enfin, il y a plein d'outils de no-code sur lesquels on peut sortir des prototypes extrêmement rapidement, qui sont juste des formulaires sur lesquels avec lesquels on va interagir, ou alors une maquette sur Figma avec laquelle on va interagir et qu'on va pouvoir présenter à son marché. Le but, c'est de présenter très rapidement des premiers visuels, des premières interactions, pour avoir des retours pertinents de son réseau proche. Donc le mieux, c'est bien sûr de ne pas se baser sur les retours d'un réseau trop proche, c'est-à-dire amis, famille, etc. Généralement, on sait très bien ce qui va se passer quand on demande des conseils à ses amis ou sa famille. Ils vous diront toujours que que ce que vous faites c'est super chouette, qu'il n'y a pas trop de, il y a pas trop de, il y a pas trop de problèmes sur votre application. Le but c'est quand même d'aller chercher un réseau proche, mais de personnes qui n'ont pas d'intérêt à vous mentir. Et qui du coup ont vraiment besoin de cet outil-là et seront prêts à vous aider et à vous dire ok, moi ton outil m'intéresse, mais par contre il faut absolument que ça change, que telle fonctionnalité soit présente, que que, que tel segment de l'application soit présenté différemment, ou alors que le prix soit plus bas que telle application, etc. etc. Et donc du coup, point important, c'est d'aller trouver des utilisateurs avant même le début du développement. Donc comme je le disais, aller chercher sur ses réseaux, aller sur LinkedIn, aller sur Instagram, aller sur Facebook, aller sur Twitter, aller sur Thread, aller sur tous les réseaux possibles, aller sur les Discord, sur les Slack. Partout où il y a des réseaux de personnes, vous pouvez aller présenter votre projet. Alors bien sûr, il faut que ça soit pertinent par rapport au réseau, mais allez présenter votre projet, commencez à recruter des potentiels users. Ces users-là sont super importants et ils vont vous aider à développer votre application. Et ça pourrait même être des premiers clients, hein, si votre application peut se développer très rapidement. Je vais prendre l'exemple de Dashboard, hein, qu'on a développé avec Dominique il y a des années. Au final, le MVP de Dashboard a plus de 7 ans, je crois, si j'ai pas de Ouais, bêtises, hein, Dominique. Je crois que ouais, c'est ça, hein, ouais, 7 ou 6 ans. oh, aïe, aïe, ça 7 fait. ou 6 ans. Et du coup, effectivement, ah, ça ne nous rajeunit pas, mais bon. Du coup, effectivement, on avait dû développer voilà, le strict nécessaire pour avoir un rendu, enfin, voilà, le rendu minimum pour qu'on puisse tester avec nos clients en direct. C'était un service qui était proposé gratuitement au départ. Le but, c'était de savoir est-ce que déjà ça plaisait. Est-ce que déjà ça plaisait? Est-ce qu'il y avait un intérêt pour toutes les parties concernées? Mais au début, c'était très trivial. Hein. J'envoyais le fichier à Rémi, il n'y avait même pas pas de, comment dire, de page utilisateur. Quoi. Il fallait implanter les données en pur. Enfin, voilà, c'était pas trivial, Ouais, mais du coup, ça a permis justement de tester et de déjà corriger beaucoup de choses en amont du développement. exactement. Et comme dit Dominique, c'était ultra trivial, c'est-à-dire que les utilisateurs n'avaient pas accès à l'application était disponible que pour nous en interne, on devait faire beaucoup d'opérations à la main pour générer les documents pour nos clients. Mais c'est pas grave, ça nous a permis de déjà vérifier la faisabilité de certains points techniques, de vérifier l'intérêt des clients, de voir ce qui marchait pas, etc. avant même de commencer vraiment le développement de l'application. Donc c'était au final le MVP de Dashboard, c'était pas une application, c'était un outil en interne qui nous permettait nous de générer des fichiers presque à moitié à la main plus facilement. Voilà. Et donc ça c'est tout à fait entendable comme étant un MVP. Troisième point. Alors là, ça va faire sourire Dominique. Ne pas se préparer à pivoter. C'est quelque chose que je vois souvent aussi dans les projets que je rencontre, pour lesquels je travaille, ou pas forcément avec les personnes avec lesquelles je discute et qui sont
en création de start-up ou d'application. Il faut bien se rendre compte, donc là je vais encore revenir à ce que j'avais dit au début. Votre projet ne sera jamais parfait, votre application ne sera jamais parfaite. Vous n'êtes même pas sûr dès le départ que celle-ci réponde vraiment à un besoin. Alors peut-être qu'elle va répondre à votre besoin, et d'ailleurs je vous conseille de créer des applications qui répondent à votre besoin avant de répondre à ceux des autres. Euh, c'est au final bien plus simple, et au pire des cas, si l'application ne marche pas, au moins vous avez une application pour vous qui fonctionne et qui répond à vos besoins. Mais, mais outre ça, votre application, vous la développez peut-être pour vous ou pour un tout petit segment d'utilisateurs, mais vous n'allez pas forcément rencontrer votre marché dès le début. Et vous allez même quasiment jamais rencontrer votre marché dès le début. Donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon le product market fit. Vous allez aller discuter avec vos utilisateurs, vous allez peut-être en trouver 10 au départ qui sont intéressés, peut-être 20, 30, 50 qui sont intéressés par le produit. Peut-être sur ces 50, il y en a 5 qui sont des utilisateurs payants, 10. Mais il va arriver un moment où vous allez commencer à rencontrer un mur. Ça va commencer à bloquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre outil, il répond pas forcément aux besoins du marché au sens plus global du terme. Peut-être que vous ciblez une frange de la population qui est trop restreinte, ou peut-être que tout simplement, au final, ça répond pas suffisamment aux besoins, et que même vos premiers utilisateurs, n'utilisent pas l'application, et que la rétention sur l'application n'est pas du tout bonne. Pourquoi? Parce que la façon dont vous avez pensé votre MVP ne correspond pas aux attentes. Ça va arriver tout le temps et plusieurs fois dans la vie d'un MVP. Et au final, je pense qu'on peut même rajouter à la définition du MVP quand est-ce qu'on sort du MVP, quand est-ce qu'un MVP n'est plus un MVP, en fait tout simplement c'est quand on a trouvé le product market fit, donc quand on a trouvé son marché. Tant qu'on n'a pas trouvé son marché, il faut pivoter en permanence, et il faut s'y attendre, il faut le savoir. Il ne faut pas partir bille en tête et se dire ok, mon application ça sera ça, et je vais continuer à commercialiser, je vais continuer à aller chercher des clients, je vais continuer à chercher des utilisateurs pendant des mois et des mois et des mois, à faire le forcing, alors que visiblement ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il faut changer, quelque chose. Ouais, il faut bien comprendre, c'est vrai que d'expérience et de voilà, que ce soit nous en expérience personnelle, d'expérience de client, d'expérience dont on peut écrire certaines réussites, certains intervenants lors de podcasts, lors de conférences, il y a souvent ce même alignement pour tout le monde. Quand on trouve le produit market fit, on passe vraiment d'un entre guillemets 10-15%, entre 5 et 15% de closing à un 95% de closing. C'est-à-dire vraiment, vous ne passerez pas à côté au moment où vous trouvez votre product market fit. Là, vous tirez quand même largement le déclic. C'est pas quelque chose à la marge. Et c'est une fois que ça est trouvé et dénoué que là, on va dire, en fait, vous savez que là, vous n'avez plus à pivoter, en tout cas, ou plus à court terme, quoi. Et donc, vous sortez du coup du MVP, où vous pouvez engager des coûts, des développements coûteux sur des fonctionnalités un peu annexes, etc. Mhm. Exactement. Exactement, et donc du coup pour répondre à ça, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'avoir toujours un coup d'avance sur ses utilisateurs et son marché au final. On a toujours un plan A, un plan B, un plan C, un plan Z s'il faut. Il faut être prêt à pivoter tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, même s'il faut. Il n'y a pas de problème à prendre une décision et 24 heures plus tard à changer de décision parce que il s'est passé quelque chose. On s'est rendu compte de quelque chose avec certains users, et du coup peut-être qu'il faut changer le fusil d'épaule. Et pour en revenir du coup à cet exemple de Le Bon Coin, peut-être que je suis parti sur l'idée au départ de développer une application sur Le Bon Coin, et je me rends compte au fur et à mesure, en parlant à mon réseau, à mon marché, qu'en fait je me suis ultra segmenté,
et qu'au final, ce que j'ai envie, c'est une app mobile de gestion immobilière de luxe B2B2C dans la blockchain. Voilà, ça c'est d'un coup, hop, je me dis, ok, c'est bon, peut-être que mon segment il est là, et puis peut-être qu'après derrière, peut-être que derrière c'est pas ça, et un mois plus tard, on se retrouve à développer une application de rencontre. Mais ce qui n'a rien à voir, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être qu'au fur et à mesure de l'évolution du marché, de l'évolution de l'application, on va se rendre compte qu'il y a des choses à faire pour aller chercher toujours plus d'utilisateurs. Nouveau problème, donc avoir un plan technique inapproprié. Donc là, c'est un peu plus, là vraiment en tant que CTO, c'est vraiment un conseil en tant que CTO. Souvent, ce qui se passe en tout cas quand on n'est pas tech, mais même quand on est développeur, alors déjà quand on n'est pas développeur, on veut développer son MVP, on n'est pas développeur. On va chercher, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher soit une équipe, une agence, un studio, hein, peut-être comme DA Studio par exemple, pour aller leur demander, leur donner nos maquettes, notre cahier des charges, etc. Leur demander un devis. Et puis après, si le devis nous convient, bah, développer son premier MVP. Ou alors, ce qu'on va faire aussi, c'est peut-être aller chercher un développeur indépendant, un développeur salarié qui a du temps libre et qui voudrait s'associer et bosser sur le projet, donc du coup devenir peut-être CTO de la startup. Ce qui se passe dans ce genre de cas, c'est que souvent, les développeurs, bah, eux, ils ont un petit peu leurs habitudes. Et quand vous allez leur proposer bah, de développer votre projet et qui seront intéressés, ils vont vous sortir leur sauce habituelle, c'est-à-dire les langages dans lesquels ils sont habitués de développer, leur process habituel. Peut-être que le développeur que vous avez trouvé travaille dans une grosse boîte et qu'il a l'habitude de travailler avec des process ultra lourds de vérification, de test des applications, etc. Et qui va vouloir mettre ça en place dès le début pour le MVP. Donc voilà, faut vraiment faire attention à ça quand on recrute un tech sur le projet ou qu'on est soi-même tech, parce qu'on peut être soi-même tech et faire l'erreur, de vraiment adapter le plan technique au développement d'un MVP. C'est-à-dire que le MVP, il n'a pas pour vocation de vivre dans la durée, il a pour vocation, comme je l'ai dit, de pivoter souvent. Donc il faut que le développement de l'application soit agile, il faut qu'on puisse changer des fonctionnalités très rapidement. Il n'a pas besoin d'être ultra sécurisé, il n'a pas besoin d'être ultra stable, etc. On n'a pas besoin de prendre énormément de temps euh, à donner de la qualité technique à son application. Ce qu'on a besoin, c'est de délivrer rapidement de la fonctionnalité. Et pour ça, il faut que du coup les choix techniques qui sont derrière soient adaptés. Et donc, comme je dis, le but, ça serait d'adapter le projet à ses compétences ou à son budget, et aussi bah, du coup aux possibilités qui sont offertes à nous et à la typologie du projet. Donc, par exemple, utiliser des outils no-code pour aller plus vite, ou alors si pour des raisons techniques on a besoin de faire du code, bah, comment est-ce qu'on le fait, quel développeur je vais trouver, est-ce qu'il est bien conscient des enjeux qui se cachent derrière le développement de ce MVP. Est-ce qu'il est conscient qu'il faut délivrer rapidement, qu'il faut produire de la fonctionnalité, qu'il faut tester le marché, etc., etc. Et ça me permet de rebondir sur un second point qui est penser que le business et la tech sont deux entités distinctes du projet. Donc là, c'est vraiment lié au point précédent. Donc vous avez recruté votre développeur, vous êtes vous-même développeur, et du coup le développeur part sur le développement de l'application. Et vous, du coup, vous partez sur la commercialisation du projet. Donc vous avez suivi jusque-là les différents conseils. Donc vous allez chercher votre marché avant le développement de l'application. Le développeur, pendant ce temps, il développe son application, etc. Et là, problème de communication entre le business et la tech. Il faut bien comprendre que lors du développement d'un MVP, il faut absolument que la tech et le business ne fassent qu'un. C'est-à-dire que le développeur
doit absolument connaître tout ce qui se passe au niveau du business. Et le business doit savoir exactement toutes les problématiques que rencontre le développeur ou la tech sur les différentes fonctionnalités. Pourquoi? Parce que déjà, ça va permettre d'aller beaucoup plus vite. Et surtout, ça va permettre de rester cohérent dans le développement de son application. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Le tech va partir sur son idée, il va commencer à développer des fonctionnalités, il va y ajouter sa sauce, il va avoir sa propre vision de la chose, etc. Vous, pendant ce temps, vous vendez quelque chose, vous allez trouver votre marché, les retours utilisateurs sont bons, pas bons, etc. Peu importe. On vous fait des retours utilisateurs, mais il n'y a pas de communication entre le business et la tech, et du coup, on se retrouve complètement décorrélé du besoin. Ok. Donc voilà, c'est vraiment pour moi important de trouver une adéquation entre le business et la tech. Il faut vraiment que les deux soient intimement liés pour pouvoir et répondre aux besoins des utilisateurs et s'assurer que le développeur part sur un bon chemin, hein, qu'il est suivi, qu'il suive vraiment les envies des utilisateurs, leurs retours, etc. pour développer les différentes fonctionnalités. Et surtout, qu'il soit aussi corrélé sur le business en termes de chiffres. C'est-à-dire, ok, aujourd'hui, le budget du business, c'est combien? Combien j'ai de budget pour développer l'application? Est-ce que j'ai 10 000 euros? Est-ce que j'ai 50 000 euros? Est-ce que j'ai 100 000 euros? Est-ce que j'ai 1 million d'euros? Voilà. Clairement, on fera pas les mêmes choix en fonction du budget. Combien j'ai de temps? Ok, le business me laisse combien de temps pour développer l'application? Est-ce que j'ai un mois? Est-ce que j'ai 3 mois? Est-ce que j'ai 6 mois? Etc., etc. Donc il faut vraiment qu'il y ait un lien fort entre les deux parties du projet. Alors nouveau point là qui est assez proche au final. Ça me permet de rebondir une dernière fois sur ce point-là. Donc ne pas paralyser business et développement. Donc ça fait un petit peu Reddit, mais c'était surtout là pour expliquer qu'il faut, une fois qu'on a trouvé ses premiers utilisateurs et qu'on part sur le développement, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre que le développeur ait terminé de développer le MVP. C'est pas parce qu'il est en train de développer le MVP que peut-être ça va lui prendre 3 mois, peut-être ça va lui prendre 6 mois de développement. Voilà, on a des grosses fonctionnalités, on a des verrous technologiques qui sont assez durs à passer. Ça va prendre du temps aux développeurs, voilà, on va peut-être passer sur 6 mois de développement avant d'avoir cette fonctionnalité qu'on attend tous et qui fonctionne pour pouvoir commencer à tester le produit. Ça ne veut pas dire que pendant ces 6 mois, on doit juste continuer comme ça à parler du projet à ses proches, à son réseau proche, premier et second degré. Là, il faut, à un moment, une fois qu'on a commencé à trouver les premiers utilisateurs et qu'on a établi un persona, c'est-à-dire qu'on se rend compte quelle est la typologie du user qu'on a envie de toucher, quel est vraiment l'archétype de cet utilisateur, c'est là où il faut commencer à attaquer. C'est là, avant même que le projet soit sorti, il faut commencer à attaquer, il faut aller démarcher toutes les personnes sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, etc., qui correspondent à cet archétype-là d'utilisateur. Il faut aller leur vendre le produit, il faut aller leur en parler, il faut aller voir avec eux s'ils sont prêts déjà, peut-être même à prépayer leur produit, peut-être leur faire une ristourne 50% sur l'achat du produit ou peut-être un abonnement à vie pour le produit s'ils sont prêts à investir sur le produit avant même de le recevoir. C'est vraiment important parce que ça permet de garder une dynamique et le jour où votre application va sortir, ça ne doit pas être un événement dans le sens où, alors si ça doit être un événement, bien sûr pour vous déjà puisque vous sortez votre application, pour vos utilisateurs parce qu'ils vont enfin pouvoir mettre la main dessus, mais ça ne doit pas être un événement qui change la donne dans le sens où c'est pas ok, j'ai sorti mon application, c'est bon, ça y est, j'ai sorti mon appli, premier jour, je vais pouvoir maintenant commencer à la vendre. Non, c'est pas comme ça que ça marche, parce que là, du coup, vous avez perdu 6 mois. Vous avez perdu 6 mois, vous allez commencer à la vendre, mais en fait, bah, vous allez galérer, vous allez patauger peut-être pendant un mois, 2 mois, 3 mois,
Et pour l'instant, votre application, bah, elle est sortie. C'est dommage. C'est dommage et vous perdez un petit peu le momentum. Donc très important de toujours paralyser la vente et le développement, même si le développement de l'application n'est pas terminé. Ok. J'ai gardé un petit texte, un petit lorem en dessous. Donc, autre écueil, là je vais me tourner un petit peu vers Dominique, là c'est un petit peu plus c'est un petit peu plus son plan. Donc ne pas avoir de plan financier court et moyen terme. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que le développement d'un MVP, c'est certes relativement court, dans le sens où on peut développer une application en 1 mois et demi, 2 mois. Mais ça veut pas pour autant dire que c'est terminé. Ça veut pas dire que parce on a développé son application, on a mis 2 mois pour la développer, on a mis, je sais pas, 10 000, 20 000 euros de budget pour développer son application, c'est bon, c'est fait, c'est 2 mois, c'est sorti, bah après on essaie de la vendre et puis voilà, basta. Une application, c'est une entité organique. Ça vit, ça évolue avec le temps, tout le temps. Et à partir du moment, il faut considérer qu'à partir du moment où on a commencé le développement de son application, ça ne va jamais s'arrêter. Ça ne va jamais s'arrêter et donc il faut un plan. Il faut un plan court terme, donc c'est-à-dire les 3 prochains mois. Ok, qu'est-ce que j'ai prévu sur les 3 prochains mois? Mais il faut aussi un plan moyen terme. Qu'est-ce que j'ai prévu sur l'année en cours, sur l'année prochaine? Et peut-être même après, si ça fonctionne, un plan long terme. Mais en tout cas, il faut un vrai plan A, B, C sur comment est-ce que ça va se passer financièrement pour moi, pour mon équipe, pour le projet, si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, etc. Donc Dominique, je te laisse peut-être intervenir là-dessus. Ouais, ouais, non, mais clairement, voilà, on va pas refaire le webinaire de mardi, mais bon, vous pouvez retourner voir du coup, sur YouTube tout ce qui a été dit mardi au niveau du financement. Mais clairement, voilà, faut avoir conscience au départ du coût global que ça va représenter aussi bien en termes de temps que d'argent, et s'organiser en fonction, prévoyant une certaine marge également. Parce que, encore une fois, comme l'a dit Rémi, selon le MVP, il y a des verrous technologiques plus ou moins complexes. Donc, bon, on peut partir sur une fourchette de 3 à 6 mois, et peut-être que ça va vous prendre 1 an pour développer. Et du coup, vous retrouvez d'un côté à gérer cette partie MVP, création, développement, mais ça reste une entreprise qui a tous les problèmes et toutes les dynamiques d'une vie d'entreprise classique. Et donc, effectivement, on va dire la stabilité financière, c'est aussi important, même si il faut pas non plus tomber dans l'écueil on a entre guillemets 1 an de trésorerie devant nous, donc on a le temps de voir venir, on va continuer à peaufiner, etc. Voilà, on va dire, en tout cas, en tant que startup, il faut considérer que le principal atout de la startup, c'est sa célérité, sa capacité justement à pivoter, à agir vite. Et pour ça, voilà, faut agir. Alors, il y a un juste équilibre à trouver entre se précipiter et agir rapidement, mais il faut être dans ce momentum-là, en tout cas. Rémi. Ah, Rémi, ton micro a coupé. J'avais coupé le micro, désolé. Donc comme je le disais, effectivement, donc il faut se préparer à vivre une aventure sur le long terme et bien s'entourer. Donc quand je parle de bien s'entourer, déjà bien s'entourer au niveau de son équipe, mais aussi au niveau des personnes qui nous accompagnent. Ça peut être des incubateurs, ça peut être un expert comptable, ça peut être un avocat, ça peut être voilà, ce genre de personnes-là qui vont nous aider sur des thématiques qu'on ne maîtrise pas. Et qui sont pourtant essentielles dans la vie d'une entreprise, parce qu'après tout, votre MVP est destiné à devenir à terme une entreprise, à moins que bien sûr vous lancez un, un SaaS, on va dire, pour le fun. Mais globalement, j'imagine bien que votre MVP à terme est censé devenir une entreprise. Et enfin, dernier point, et non des moindres, ne jamais être prêt. Alors ça, c'est le point peut-être que je vois le plus, la problématique que je vois le plus en tant que CTO sur d'autres projets. Il y a une sorte de peur qui va s'installer chez les porteurs de projets, la peur de ne, du coup j'y reviens, la peur de ne pas être parfait, la peur de ne pas être suffisamment bien pour ses utilisateurs,
peut-être même la honte de sortir une application qui ne correspond pas à nos standards, à ce qu'on imaginait, etc. Et se dire, ah, si je sors l'appli là comme ça, les gens vont me prendre pour un idiot, vont se moquer de moi, etc. Parce que j'ai sorti une application qui correspond pas à l'image que j'en avais. Je voulais faire vraiment quelque chose de parfait. Ça, c'est vraiment la pire erreur qu'on puisse faire. Quand on développe une application, on se contrefiche de savoir déjà ce que les gens proches de nous pensent de la qualité de l'application. Est-ce que le design est parfait, pas parfait, c'est etc. On s'en fout, on s'en contrefiche. Ce qui est important pour nous, c'est d'aller chercher les utilisateurs. Et les utilisateurs qui ont vraiment un intérêt à utiliser votre application vont aussi ne pas regarder dans les détails. Ils savent qu'ils ont besoin de votre application. Ils savent que eux, ils savent pourquoi en tout cas. Ils vont vous le dire. Peut-être qu'en l'état, c'est pas suffisant pour eux, mais en tout cas, ils en ont besoin. Et ils vont pas regarder, ok, est-ce que le design de la landing page est ok? Est-ce que le design de l'application c'est ok? Est-ce que telle fonctionnalité devrait être. Ils s'en foutent en fait. Est-ce que la fonctionnalité qu'ils attendent elle est là? Oui, bon bah alors ils veulent l'utiliser. Point barre. Et donc du coup, Est-ce que votre solution répond à leur pain point c'est aussi simple que ça. voilà, Si la exactement. réponse est oui, ils l'utiliseront d'eux-mêmes, même si c'est trivial, même s'il y a des problèmes, si ça bug des fois, etc. Après, si ça continue et que ça ne s'améliore pas, donc là, ils l'utiliseront plus. Parce qu'il y aura peut-être des concurrents qui viendront qui seront plus performants. Mais au début, en tout cas, ils l'utiliseront. Yes. Exactement. Et donc du coup, bah, dernier conseil de cette session, bah, c'est sors ton produit dès que possible, hein. Et même si, comme je disais au début, hein, s'il faut sortir un produit sur Typeform, sur Notion, enfin n'importe quel outil no-code qui n'est même pas destiné à être une application, parce que ça permet déjà à l'utilisateur de tester, de se rendre compte de la fonctionnalité telle que vous l'imaginez, bah, faites-le. Faites-le, sortez un petit prototype, etc. Qui n'a aucun design, rien, peu importe, on s'en fout. Voilà, le but c'est de sortir son produit le plus vite possible et de commencer l'itération une fois ce premier produit sorti. Et donc nous y voilà, on a fait le tour des conseils et donc comme Morgane, on aime bien les citations et du coup je finirai par une citation générée par ChatGPT bien évidemment. Créer son entreprise, c'est publier son rêve sur la plus grande plateforme du monde, la réalité. Voilà, j'aime beaucoup cette phrase qui m'a généré. Et je pense qu'elle est tout à propos quant au thème de la journée. Voilà, bah écoutez, merci en tout cas de m'avoir écouté sur ces longues 30 minutes, hein. J'ai dépassé un petit peu le budget de temps qui m'est alloué. Et du coup, Tiens, bah, dire tu l'as fait en TTC. Mais... c'est ça, Du coup, exactement. non, effectivement. Donc, merci à tous en tout cas pour l'écoute. On va du coup passer aux questions. Je vois qu'il y a déjà une question dans le chat, mais je vais peut-être avoir la primeur de la question pour Rémi. Justement, on va dire parce que on va dire quand on se lance dans une aventure pour faire un MVP pour son application et qu'on n'est pas nous-mêmes développeurs, on voit souvent de tout et il y a un peu de qui nous est proposé, que ce soit en termes de temps, en termes de budget, en termes de fonctionnalité, de langage, d'architecture aussi. Enfin, et ce serait quoi ton conseil justement pour un peu démêler le vrai du faux dans cette enfin, pour développer notre premier MVP et trouver un bon partenaire. Donc si je résume la question, comment est-ce qu'on trouve un bon partenaire pour développer son MVP? Si on n'est pas soi-même tech. Ouais. Ok. Bah écoute, outre le fait bien sûr de vendre notre paroisse, hein, je dirais que le meilleur des partenaires pour développer son MVP c'est Da Studio bien évidemment, mais on n'est pas là pour ça. Si de façon plus globale on devrait donner un conseil à ce niveau-là, il y a deux choix, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, soit on passe par une agence, un studio de développement, enfin voilà, une entreprise qui va développer le MVP pour nous. Euh, donc l'avantage de passer par une agence, c'est d'avoir un projet cadré où on va nous faire un devis, on va nous dire ok ça coûte 10, 20, 30 000 euros de faire votre MVP. Après selon l'agence, bon, chacun aura des process de travail différents. Certains seront très bien, d'autres peut-être moins.
mais on est sûr d'avoir à la fin le produit à peu près tel qu'on l'a acheté, entre guillemets. Donc voilà, après, des agences, il y en a plein qui fleurissent sur Internet et il faut trouver la bonne, surtout discuter avec les porteurs de projet, non, pas les porteurs, avec les directeurs techniques de l'agence, éviter peut-être de discuter avec des commerciaux qui seraient peut-être plus prêts à nous vendre n'importe quoi, hélas. Mais voilà, si vous avez l'occasion de discuter avec soit des commerciaux techniques, soit carrément des membres de l'équipe de développement qui vont toucher à votre projet, ça permet déjà de se donner une bonne idée, de voir peut-être de les tester un petit peu sur les conseils que je l'ai donnés, de les tester, de voir comment eux est-ce qu'ils feraient dans telle ou telle situation, de voir ce qu'ils vont répondre. Et pour un développeur freelance ou un développeur salarié, enfin un développeur qui rejoindrait en tant qu'associé votre projet, bah là c'est un peu pareil. Je pense il faut prendre en compte tous ces conseils et essayer d'aller titiller un petit peu le développeur, d'aller lui poser des questions. Ok, comment est-ce que toi tu ferais dans ce genre de cas? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Comment est-ce que tu vois le projet? Si vous voyez que le développeur il part sur ouais, ok, je vais mettre tel truc, tel techno en place, ça va prendre 3 mois, 4 mois, 5 mois, mais t'inquiète, ça va être de la bombe. Puis après, je voyais la question de Guillaume, mais je vais peut-être un peu répondre en même temps à la question de Guillaume au passage, mais qui va vous dire, ok, je vais mettre des tests en place, je vais sécuriser l'appli, ça va être un truc de fou. On va prendre des serveurs pour pouvoir faire venir 100 000 utilisateurs en même temps, etc. Voilà. Là, vous savez que le projet part dans la mauvaise direction. Si par contre la personne avec laquelle vous discutez vous dit ok, moi ce qui m'importe c'est ton business et sortir rapidement des fonctionnalités, je pense que c'est vraiment ça le plus important, hein. Et tous les CTO d'ailleurs avec lesquels je discute, parce que du coup je travaille en partenariat avec CoCTO, donc une boîte sur Lyon euh, qui fournit pour les entreprises des CTO à temps partagé. Donc on a un Discord avec plein de CTO sur ce Discord et tous les CTO avec lesquels je discute sont quasiment tous unanimement d'accord avec ce discours-là et et on voit très clairement la différence en fait quand on parle avec un développeur qui connaît le sujet de créer un MVP, de créer une startup early stage, de créer un projet vraiment très early, d'un développeur qui a l'habitude de bosser sur des gros projets énormes avec plein d'utilisateurs, etc. Et c'est vraiment deux mondes totalement différents, deux paradigmes totalement différents. Du coup, hein, pour être clair sur la question de Guillaume, donc toi, tu ne recommandes pas justement de passer du temps sur cette base technique pour un MVP, pour une V1, parce que du coup, on est d'accord, encore une fois, mais ça, c'est du temps de développement, de l'argent, donc, hein, de développement au début, Ouais. quand vous allez investir, dont la valeur n'est pas perçue par le client. Alors effectivement, ça coûtera plus cher au total de le faire a posteriori si l'application marche, mais dans une problématique de MVP, vous êtes dans la problématique de vous devez optimiser au mieux les ressources que vous avez pour que la valeur perçue soit la plus forte possible. Et là, typiquement, il n'y a pas de valeur perçue pour le. Exactement. Et même si ça coûte plus cher, alors souvent les développeurs le disent, hein, ah oui, mais bon, du coup, si on attend, ça va coûter plus cher après derrière. Bah oui, bah ok, mais on le sait. On le sait que ça va coûter plus cher, mais c'est pas grave, parce que ce qui est important, c'est l'instant T. Ce qui est important, c'est l'argent qu'on dépense aujourd'hui et pas l'argent qu'on va dépenser demain. Parce que l'argent qu'on va dépenser demain, il est vraiment, vraiment, vraiment pas sûr d'être acquis. Avant de penser à l'argent que vous allez peut-être dépenser demain parce que votre produit a fonctionné, bah, il faut déjà faire fonctionner faire fonctionner son produit. Euh, et mine de rien, on le répétera jamais assez, c'est pas quelque chose d'évident de percer dans la tech, de faire un SaaS qui fonctionne, une application mobile qui fonctionne, etc. C'est un long process, ça demande de sortir plein de projets, d'aller tester son marché, de pivoter des centaines de fois. Et on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de faire une base propre, on n'a pas le temps de faire de la cleanarchy, on n'a pas le temps de faire des tests automatisés, on n'a pas le temps, ça ne sert à rien. Votre utilisateur final, lui, s'en fout en fait, il le voit pas tout ça. Donc il faut savoir un petit peu réduire ses attentes en termes de qualité parce que le MVP en tant que tel n'est pas censé vivre dans le temps, il n'est pas censé vivre sur la longueur du projet. Du coup, nous avons une deuxième question de Sébastien. Est-ce que tu fais la distinction entre un POC et un MVP? Ou est-ce que c'est la même chose?
arrive. Ouais. Alors j'ai un peu confondu. C'est vrai que j'ai un peu confondu les deux pendant la présentation. J'ai des fois parlé du MVP alors qu'en fait en vrai c'était plutôt un POC. Donc un POC, c'est vraiment la version avant le MVP. Je dirais que c'est la version vraiment crade. Et j'en ai parlé pendant la presse, c'est vraiment la version crado où on se dit bon ok, je veux aller tester mon marché, je veux commencer à présenter les choses à mon marché, mais j'ai rien, je vais pas commencer par prendre 2 semaines, un mois et demi de développement. Je vais peut-être faire, comme je disais, un petit proto sur Typeform, une page sur Notion, euh, une maquette sur Figma, voilà, quelque chose que je peux faire très rapidement, qui va peut-être me prendre 2 jours, 3 jours, une semaine de temps de travail, mais qui présente en tout cas la fonctionnalité telle que je l'imagine, la fonctionnalité ou un process ou une façon de faire, ou enfin quelque chose que je trouve être le cœur de mon futur projet. Et ça, du coup, c'est un POC. Ça, c'est un POC, et bien évidemment que si on peut le faire, c'est mieux. Alors, pas tous les projets peuvent être pokés entre guillemets. Euh, Typiquement, si je prends l'exemple de Dashboard, on a commencé par un petit MVP. Donc, comme je vous disais, on avait un outil en interne qu'on utilisait à la main. Alors, est-ce que c'est un POC, est-ce que c'est un MVP? Je considère plus que c'est un MVP parce que Le POC aurait été de faire ça a par quand même sur demandé du temps ça de aurait été de faire développement, une feuille etc. Excel. Oui, voilà, le Là, POC, le ça aurait POC, été ça le aurait fichier été Excel, le POC au exactement. Ouais. final, Exactement, ouais. c'était le fichier Excel que j'avais fait moi en amont. Ce serait voilà, ce serait ça le POC. Et effectivement, le POC, c'est plus pour aller sonder déjà est-ce qu'il y a un vague intérêt, on va dire, et est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans un MVP, mais plus pour donner une tendance que vraiment savoir, quoi. Parce que pas assez, enfin, avec un POC, on répond pas assez, on va dire, répondre aux pain points suffisamment pour pouvoir, euh, pour pouvoir apporter une solution, en fait. Yes, exactement. Ok. Alors, Super. peut-être. Mais peut-être que du coup, justement, voir s'il y a plus de questions, peut-être parler des prochains webinaires de la semaine prochaine. Ou dis-moi. Ah bah écoute, j'ai pas encore fait la. J'ai pas la liste devant les yeux. J'ai pas fait mes devoirs. Ah, J'ai j'ai pas la liste devant les yeux. le Euh, prochain webinaire, ce sera mardi, c'est celui de Oui, alors Morgane. de tête, le prochain webinaire, donc mardi prochain, ça sera Morgan qui s'y colle, et il viendra nous parler du coup des modèles LLM. Donc la dernière fois, il a parlé des métiers dans l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on peut se mettre à travailler dans l'intelligence artificielle, quelle reconversion de carrière on peut faire pour aller travailler dans l'IA. Cette fois-ci, il va parler donc des modèles LLM, donc OpenAI, ChatGPT, Llama, Mistral, etc. Tous ces modèles qui sont au cœur de l'actualité. Et ça sera l'occasion pour lui de présenter comment ça fonctionne. Parce qu'au final, beaucoup de gens savent utiliser ChatGPT. Ok, ChatGPT c'est bien, on sait l'utiliser. Si on est un petit peu débrouillard, on arrive à écrire des prompts et on se dit très rapidement prompt engineer. Mais en vérité, il se passe plein de choses dans les LLM. Il y a plein de mécaniques derrière. Et quand on les comprend, quand on sait comment ça fonctionne, ça facilite vachement la tâche. Et puis ça peut permettre aussi, si certains d'entre vous ont envie peut-être de se mettre à développer des intelligences artificielles maison, assistées par des LLM, etc. Ça peut être utile parce qu'en fait, il y a vraiment un monde derrière et c'est pas juste du prompt, c'est pas juste une boîte noire avec du prompt. Du prompt. Et jeudi, donc ça sera Ambre qui parlera des problématiques UX. Donc on fera un petit peu un talk un petit peu comme le mien, donc les erreurs UX à éviter quand on développe une application. Et du coup, quand on va maqueter son application, quand on va la designer, etc., comment est-ce qu'on fait pour éviter ces erreurs et le top des erreurs qu'elle rencontre, on va dire, sur les projets en termes d'expérience utilisateur. Chose au final qui là pour le coup quelque chose on va dire des bonnes recommandations, mais justement même quand vous faites un MVP pour que ça passe le plus facilement possible. Et ça, il n'y a pas de surcoût, c'est juste des protocoles, des codes à respecter, des boutons à mettre à certains endroits, etc. Et ça va
pas beaucoup. Ça va pas vous prendre plus de temps de le faire. Par contre, l'expérience utilisateur sera beaucoup plus lisse et beaucoup moins rugueuse, on va dire. Ok. Et toi, Mais peut-être, Dominique, du coup, le tien, le prochain? Moi, j'ai pas, moi, je vais pas vous mentir, j'ai pas encore le nom du mien. moi, le prochain, ce sera. Voilà, moi, je vous ai, la dernière fois, donc, je vous ai expliqué les financements à aller chercher. Maintenant, on va plutôt parler sur comment aller les chercher, donc comment faire un joli pitch deck qui soit pertinent, clair et on va dire bien orienté en fonction de votre destinée, en fonction de financement que vous allez chercher. Donc voilà, on va un peu démystifier ce pitch deck qui est un peu devenu l'exercice obligatoire pour les startups pour aller se faire connaître et expliquer leur projet. Voilà. Donc à la fin du talk, vous saurez faire un pitch deck comme les vrais pros Ouais, et aller pitcher à qui veut être mon associé. Il n'y aura pas de souci. exactement. C'est ça bien sûr le but. Alors, surtout qui va être mon associé, hein, si vous avez, si votre projet c'est développer une application, bah, je crois que, je sais même pas s'il y a déjà une application qui arrive. Ouais, il doit en avoir une ou deux qui va être mon associé, mais bon. Généralement, ils ont plus l'habitude de vendre des chaussettes ou des pilules contre la faim, quoi. Mais hop là, on boit flou. Bon, en tout cas, bah écoutez, on va s'arrêter ici. Merci encore à tous d'être présents ben, tous ces midis. On est encore parti sur 2 semaines de webinaire avant de prendre une petite pause de notre côté parce on a pas mal enchaîné. Et puis voilà, en tout cas, on se dit à la prochaine, semaine prochaine, et puis à bientôt. Puis n'hésitez pas à aller jeter un œil à la chaîne YouTube aussi d'Inoasis. Merci beaucoup à tout le monde. Ciao, ciao. Au revoir.